Donc, la causerie d'aujourd'hui vous permettra non seulement de venir à la rencontre de deux conférenciers de choix, M. Sylvain Allard et M. Daniel Lamarre de Veolia, mais également d'échanger avec eux sur diverses solutions pour les traitements des eaux usées de l'industrie laitière et fromagère. On va avoir 3 segments d'échange en alternance avec leur présentation. Donc, les 3 thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, je vous les nomme dès maintenant. Le traitement primaire pour l'enlèvement des huiles et graisses et des matières en suspension. Le traitement secondaire aérobie pour l'enlèvement de la pollution organique. Et finalement, le traitement secondaire anaérobie pour l'enlèvement de la pollution organique et la production d'énergie verte. Donc, voilà. On enchaîne avec la présentation maintenant de nos présentateurs, nos conférenciers. Monsieur Sylvain Allard est déjà à l'écran. Monsieur Lamarre, si vous voulez allumer votre caméra, on pourrait mettre un visage sur votre nom. Je vais débuter avec Monsieur Lamarre. Donc, Monsieur Lamarre est ingénieur, spécialiste du traitement des eaux usées pour la compagnie Veolia depuis plus de 20 ans. Il est responsable du développement et de la validation de l'ensemble des projets de procédés biologiques développés dans l'entreprise. Donc, il a travaillé sur de nombreux projets associés à l'industrie laitière, particulièrement le traitement des effluents de fromagerie. Il demeure fortement impliqué dans la recherche et le développement des nouvelles technologies en eau usée à l'intérieur du groupe Veolia. M. Lamarre possède un baccalauréat en génie chimique de l'École polytechnique de Montréal, ainsi qu'une maîtrise de la même institution, maîtrise ayant comme sujet la déphosphatation biologique des eaux usées d'une fromagerie. Il travaille dans le marché du traitement de l'eau depuis 25 ans. Monsieur Allard, qu'on voit, moi je le vois à l'écran en fait, Monsieur Allard, directeur développement des affaires depuis 2016 chez Veolia, possède une formation technique en chimie industrielle du Cégep de Jonquière. Il œuvre depuis plus de 30 ans en vente et représentation dans le domaine de l'environnement. Il a contribué à l'implantation d'usines de traitement d'eau dans des secteurs municipaux et industriels. Sa notoriété dans le domaine l'a amené à collaborer avec plusieurs grands joueurs de l'industrie agroalimentaire, notamment dans le secteur de la transformation laitière et fromagère. Et en collaboration avec les groupes d'intérêt, il propose des solutions techniques permettant le respect des normes environnementales. La représentation auprès du ministère de l'Environnement, du MAPAC, des villes et municipalités et autres fait également partie de son expertise. Il se distingue par sa capacité d'écoute, de communication et par l'importance de son réseau de contacts auprès des décideurs du domaine. Donc voilà pour la présentation de nos 2 présentateurs d'aujourd'hui, donc 2 conférenciers. Sans plus tarder, je leur cède le micro. Merci à vous 2. Merci beaucoup, Madame Cloutier, de cette introduction. Donc, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour Veolia aujourd'hui de vous rencontrer, de présenter notre entreprise et de pouvoir vous présenter également nos technologies. Donc, j'assisterai mon collègue Daniel aujourd'hui comme modérateur, si on peut dire ainsi, de cette présentation-là. Quand on arrivera un peu plus loin dans la rencontre pour les présentations sur les différentes solutions et les technologies, je vais céder la parole à mon collègue Daniel Lamarre qui va pouvoir vous faire une présentation. Donc, en guise d'introduction à cette rencontre, bon. OK. Donc, dans un premier temps, j'aimerais faire des remerciements au CFQ, CILQ, à Geneviève Lesage, Hélène Cloutier et Alain Marchand. J'aimerais également remercier les participants de ce webinaire. On est présentement plus d'une 50aine de personnes, donc de tous de domaines, différents domaines, qui est très varié, communauté diversifiée. Donc aujourd'hui, dans l'assistance, on a des gens, des producteurs, on a des transformateurs, on a des gens dans le domaine du génie conseil, des étudiants, des scientifiques. Donc c'est très, très varié et très diversifié. Donc, j'aimerais vous parler un peu de l'importance du secteur agroalimentaire ou bioalimentaire au Québec, qui est le premier secteur en importance au Québec. Donc, on parle ici d'une industrie qui génère environ 29 milliards annuellement de livraison, plus de 70 000 employés dans le secteur bioalimentaire. On parle de plus de 2400 entreprises dans ce secteur. Donc, c'est un secteur qui est très important au Québec.
Si on va au niveau de l'industrie laitière également est aussi un secteur très porteur pour le Québec, donc est implanté dans toutes les régions du Québec. On parle d'une industrie qui génère un chiffre d'affaires annuel autour de 4 milliards de dollars, plus de 9 000 employés et au-dessus d'une centaine d'entreprises réparties sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, on va parler de l'eau, évidemment. Donc les problématiques environnementales qui sont reliées à la gestion de l'eau. Donc il faut considérer dans une entreprise agroalimentaire l'eau comme une matière première, au même titre que le lait, au niveau de la transformation, au même titre que les fruits, les légumes, les produits de la viande également. Donc, il faut considérer l'eau comme une matière première pour vos entreprises. J'ai mis des petits chiffres juste pour vous indiquer quelques trucs. 10 du territoire du Québec est recouvert d'eau douce. Le Québec possède environ 3 des réserves d'eau douce renouvelables de la planète. Donc, c'est-à-dire l'importance de la ressource au Québec, mais aussi la grande importance de protéger cette grande ressource. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous présenter différentes solutions de traitement qui sont adaptées et accessibles aux entreprises. Donc, ces présentations-là auront une durée d'environ 15 à 20 minutes. Ce sera suivi de périodes de questions et d'échanges interactifs. Donc, et par la suite, à la fin, je vous inviterai à rester. Je vais vous présenter une petite vidéo sur la transformation écologique qui devrait durer environ 2 minutes et demie. Et aussi, les gens du CEFQ, du Centre d'expertise fromagère du Québec, aimeraient reprendre la parole pour vous présenter leur prochaine séance. Donc, si on parle un peu de l'entreprise Veolia Water Technologies Canada, donc l'entreprise Veolia existe depuis plus de 70 ans, 74 ans. Donc, l'entreprise est basée à Montréal, à Ville-Saint-Laurent. Historiquement, cette entreprise-là s'appelait John Meunier. C'est une entreprise qui a été fondée il y a 74 ans. Veolia, c'est une entreprise française, c'est une grosse multinationale. Ils ont acheté Veolia, ils ont acheté John Meunier il y a quelques années et on est toujours basé à Ville-Saint-Laurent depuis 7 ans. Donc, qu'est-ce que fait Veolia? Ni plus ni moins, on est un spécialiste dans le domaine de l'environnement, le traitement des eaux potables et des eaux usées, tant au niveau municipal qu'au niveau industriel. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est les débuts de l'entreprise John Meunier et à droite, c'est notre usine aujourd'hui qui est basée à Ville-Saint-Laurent. Les bureaux de Montréal, le siège social est à Montréal, à Ville-Saint-Laurent. On a environ plus de 200 employés qui travaillent aujourd'hui chez Veolia Canada. On parle d'environ 3000 références un peu partout dans le monde. Donc, je m'excuse, un atelier de fabrication, 5 bureaux couvrant le Canada d'ouest en est et un laboratoire appliqué. Si jamais on a des essais de traitabilité à faire pour un échantillon d'eau, on peut l'amener chez nous et on a un laboratoire qui peut faire des essais. On va parler aujourd'hui de technologie pour le traitement d'eau et des solutions. Comme vous pouvez voir ici sur la map que je vous présente, Veolia peut offrir des services à peu près partout dans une usine de production. Donc, on va plus se concentrer aujourd'hui sur le traitement des effluents industriels, mais vous êtes au courant que si vous avez des besoins de traitement d'eau fraîche, eau de procédé ou d'autres trucs comme la gestion des boues, on est en mesure de pouvoir vous donner ces services-là. On parle d'eau usée. Donc, vous consommez de l'eau fraîche, vous utilisez ces eaux-là pour vos processus de transformation. Tout au long des processus de transformation de vos entreprises respectives, les eaux vont se contaminer, se concentrer en différentes pollutions. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les eaux usées, dans les entreprises agroalimentaires? Des huiles et graisses. On peut avoir des pH qui vont être très variables parce que souvent, les entreprises doivent faire des CIP en anglais ou des nettoyages en place. Tout au long de ces processus-là, les eaux vont se concentrer, se charger en différentes pollutions organiques, azotées, des matières en suspension, des huiles et graisses, du phosphore. Et, règle générale, on va produire des eaux qui vont être relativement chaudes. Okay? On parle ici de 15 à 30 degrés Celsius. La particularité des eaux usées dans l'entreprise agroalimentaire au Québec ou l'industrie laitière, on parle de débits faibles à moyens. Donc, ce n'est pas nécessairement des très gros débits si on compare, par exemple, au domaine municipal ou à l'industrie des pâtes et papiers ou le secteur minier. Mais par contre, les concentrations de pollution et les charges vont être très, très élevées. Donc, une fois que les eaux ont été traitées, qu'est-ce qu'on fait avec les eaux? Ben, on a différentes options. Si vous êtes basé sur un territoire urbain où il y a des réseaux municipaux, ben, les eaux, une fois traitées, vont être rejetées dans le réseau municipal. Si c'est le cas, à ce moment-là, ben, il y a des règlements qui existent, des règlements municipaux, avec des normes différentes dépendamment des municipalités sur quel territoire on est implanté. Mais règle générale, le pH, l'enlèvement des huiles et graisses, c'est obligatoire. Différentes municipalités vont mettre certaines limites, comme la CMM va mettre des limites sur la pollution organique,
sur la pollution azotée. Si l'entreprise n'est pas sur un territoire urbain, elle est en région, à ce moment-là, les eaux usées vont être rejetées dans le milieu récepteur, qu'on appelle soit au fossé, à la rivière. À ce moment-là, les normes de rejet vont être un peu plus élevées, plus sévères, et là, ça demanderait d'aller à une étape de traitement supérieure. Et là, tous les paramètres, en général, vont être normés. Il existe une autre possibilité qu'on voit de plus en plus apparaître, c'est en fait effluent zéro. On dit zéro liquid discharge. Si vous avez des petits volumes d'eau à traiter avec des très fortes charges, des technologies comme on va vous présenter plus complexes à mettre en place, on pourrait avoir des technologies comme l'évapoconcentration qui pourraient être intéressantes à regarder. Aujourd'hui, on ne va pas couvrir ce sujet-là, mais ultimement, si vous êtes intéressé, vous pourrez me consulter et on pourra vous donner de l'information à ce sujet. Donc, ce que Daniel, mon collègue, va vous présenter tout à l'heure, dans le fond, c'est les traitements primaires et les traitements secondaires. On a ici la représentation d'une filière de traitement typique des eaux usées de gauche à droite. Donc, vous faites votre production, vous générez des eaux, on doit traiter les eaux. Premièrement, on va passer par un traitement primaire. Le traitement primaire, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le GEM. Le nom de la technologie s'appelle GEM. C'est ni plus ni moins qu'un flottateur à air dissous qui va servir au traitement primaire pour l'enlèvement des huiles et graisses des matières en suspension. Si on doit aller plus loin par la suite, on va aller vers le traitement secondaire. Les technologies qu'on va vous présenter sont le MBBR, le MBR et le Biotan. Daniel vous dira les acronymes, qu'est-ce que ça signifie plus tard. Mais ce que vous voyez ici, ça représente bien une filière de traitement typique des eaux industrielles. À chacune des étapes de traitement, règle générale, on va générer des boues. Ces boues-là doivent être adressés par les entreprises, c'est-à-dire on peut déshydrater pour la valorisation ou la disposition à l'externe. On ne va pas couvrir cette section-là aujourd'hui non plus, mais encore une fois, on pourra vous en parler plus tard si vous nous contactez. Donc, les traitements primaires, ni plus ni moins que ce que c'est les premières étapes au niveau du traitement. La plupart du temps, dans une usine, on va minimalement faire du tamisage ou du dégrillage pour l'enlèvement des matières grossières. On va souvent avoir un bassin d'égalisation pour régulariser les eaux, tamponner les eaux, faire l'ajustement de pH et par la suite aller vers le traitement primaire qu'on va vous présenter ultérieurement pour l'enlèvement des MES et des huiles et graisses. Si le traitement primaire n'est pas suffisant pour la réglementation ou le milieu récepteur, à ce moment-là, on va aller vers une étape supplémentaire qui est le traitement secondaire. Quand on parle de traitement secondaire, on fait appel ici à un traitement biologique, c'est-à-dire on a un réacteur dans lequel on va faire croître des micro-organismes, des bactéries qui vont biodégrader la matière soluble, la matière organique, les différents paramètres que vous voyez qui sont affichés ici. Règle générale, quand on a un traitement primaire et secondaire, on doit avoir un traitement primaire en amont. Donc, la qualité de l'eau à l'entrée du traitement biologique ou secondaire doit être l'effluent du traitement primaire. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Daniel qui va vous faire la présentation de la première technologie, qui est la technologie GEM. Donc, je te laisse la parole, Daniel. Merci, Sylvain. Alors, l'introduction étant faite, vous avez compris que donc on a un équipement de traitement primaire, qu'on a parlé même préliminaire avant le traitement primaire. Donc, on considère que le traitement primaire est vraiment l'étape de flottation à air dissous, le DAF. Donc, en amont de ça, on a le traitement préliminaire pour enlever tout ce qui est des gros solides, l'égalisation, le pH, qui est habituellement assez présent là, dans la plupart des industries. Donc, on arrive au traitement proprement dit. Ce qu'on vous présente ici, la technologie GEM, qui est un DAF qu'on appelle de deuxième génération, avec un flottateur air dissous, mais à très haute efficacité. Donc, on va commencer par la base, rapidement par contre, mais en fait, qu'est-ce qu'un DAF? Il y a peut-être quelques personnes qui ne savent pas exactement qu'est-ce que veut dire l'acronyme, à quoi ça rime quand on parle d'un flottateur air dissous, pour ensuite passer à l'étape du GEM, qu'est-ce que le GEM est, puis essayer de comparer les deux, les différences en fait entre le GEM et un flottateur plus conventionnel, avec les avantages que le GEM offre par rapport à un flottateur traditionnel. On a quelques images puis quelques chiffres aussi pour montrer l'opération à échelle réelle, qu'est-ce que ça peut donner. L'application de la flottation à air dissous, en fait, hein, cette diapo-là, ça s'applique pas spécifiquement au GEM, c'est vraiment la technologie de flottation à air dissous. C'est un traitement primaire qu'on utilise essentiellement pour enlever les MES et les huiles et graisses et aussi parfois le phosphore.
avec un dosage de coagulant, on arrive à précipiter le phosphore, on peut le retirer alors sous forme de MES. Donc, MES et huile et graisse, principalement, surtout pour le marché laitier, pour l'industrie laitière. C'est un traitement qui est souvent unique. Habituellement, quand on a un gem ou même un flottateur, c'est qu'on va avoir un rejet par la suite au milieu, à l'égout municipal. Mais ça peut être aussi parfois en amont d'un traitement biologique, comme une des références qu'on va vous montrer. L'application idéale pour les flottateurs, c'est quand on a beaucoup d'huile et graisse. On peut comprendre que quand on fait de la flottation avec un flottateur à air dissous, on veut faire flotter la pollution qui est particulière, qui sont des huiles et graisses et des MES. Les huiles et graisses, on comprend que ça a tendance à flotter plus qu'à couler dans une colonne d'eau. Donc, plus on a des huiles et graisses, plus la technologie de la flottation est favorable. Et encore plus vrai pour la technologie GEM, et où les performances sont encore décuplées. Plus on a des huiles et graisses, et plus les performances sont intéressantes. Évidemment, si on a des coûts élevés pour la disposition des boues, ben, ça va augmenter significativement les coûts d'opération. Pour essayer de réduire ces coûts d'opération-là, on va essayer de générer le moins de boues possible. La technologie GEM a quelque chose à offrir ici en permettant de produire des boues qui sont beaucoup plus sèches, beaucoup plus compactes qu'un flottateur traditionnel. Et à peu près tous les marchés du segment de marché de l'industrie agroalimentaire sont des marchés potentiels pour la flotation à air dissous. Alors, on commence avec le DAF conventionnel, le DAF qui est un flottateur à air dissous. Le but, comme on le disait tantôt, on veut faire flotter les solides et les particules de graisse et d'huile qui sont dans l'eau en les faisant remonter vers la surface. Alors, comment on fait ça? Bien, tout simplement, on voit avec le schéma à votre gauche, on a l'eau usée qui arrive, qui est tamisée, qui n'a pas de gros solide, là, qui arrive, où c'est dans la flèche bleue qui est écrit influent. Bon, c'est l'effluent qu'on a à traiter, qui arrive généralement de notre réservoir d'égalisation. C'est ça. Dans cette eau-là, qui va être souvent coagulée, on peut rajouter des pots de chimiques, coagulants et flocculants, un polymère, pour aider la formation de flocs. Bon, ce mélange-là d'eau et de flocs, on va y injecter de l'eau qui est sursaturée en air, sous pression. Et une fois que tout ça est mélangé ensemble dans la conduite, on va l'injecter tout simplement dans un réservoir qui est ouvert à l'atmosphère. Alors, quand on relâche la pression, qu'est-ce qui arrive? On va avoir formation de microbulles, un peu la même chose que quand on ouvre une bouteille de 7-Up. On a des bulles qui vont se former d'elles-mêmes. Ben, c'est la même chose qui arrive ici. Ces microbulles-là vont s'accrocher aux solides qui sont dans l'eau, puis ils vont faire flotter tout ça, les solides à la surface. Et à la surface, ben, on a un racleur ou un écumeur de surface qui va pousser le matelas de boue qu'on a généré et qui va l'envoyer vers la sortie des boues recueillies. Puis là, on va envoyer ces boues-là vers un pompage ou un traitement subséquent des boues. L'eau qui est clarifiée, elle, s'écoule par le fond de l'unité du flottateur. Par le fond, par le côté, là, mais c'est on appelle ça le sous-nageant. Cette eau-là part à l'effluent. Il y en a une partie de cette eau-là qui est clarifiée, qui est recirculée et qui est pompée sous pression, typiquement 6, 7, 8 bars, pour être repressurisée avec de l'air comprimé, pour être recirculée et refaire encore des petites bulles d'air. C'est le DAF conventionnel qui fonctionne bien, c'est une technologie qui est sur le marché depuis une soixantaine d'années peut-être. Alors, comment on fait pour améliorer une technologie qui est déjà très bonne? Bien, il a fallu que des gens pensent à l'extérieur de la boîte, outside of the box. La technologie GEM est basée sur les mêmes principes, mais appliquée de façon un peu différente. Ce qu'on propose avec le GEM, c'est d'augmenter l'efficacité du traitement, donc augmenter l'efficacité d'enlèvement des huiles et graisses on écrit ici plus de 98, on voit 98-99%. Souvent, on s'approche des limites de détection des huiles et graisses là, en laboratoire, tout simplement. Et des MES aussi très efficaces. L'autre particularité, j'en ai glissé un mot déjà, c'est de produire des boues qui ont une haute cécité, donc des boues qui sont beaucoup plus sèches.
Au lieu de payer pour disposer de boues qui sont très diluées, donc on a de l'eau avec un petit peu de boue au travers, on essaie d'avoir de l'eau avec des boues avec beaucoup moins d'eau au travers, ça fait que ça coûte beaucoup moins cher pour la disposition quand on paye au volume ou au poids de la boue qu'on envoie pour la disposition. Un avantage indirect, c'est que ça donne que le GEM est également pas mal plus compact que la technologie conventionnelle. Et ça permet pas nécessairement des grosses économies sur le coût d'achat. Sur le GEM, oui, mais là, ce qui est intéressant surtout, c'est la grosseur du bâtiment qui est requis. Souvent, on va être capable d'installer un flottateur GEM dans un bâtiment existant, là où on ne serait pas capable de le faire avec un DAF conventionnel qui serait beaucoup plus gros. Puis la dernière chose qui peut être un peu rassurante, c'est que évidemment, ce n'est pas une nouvelle technologie qu'on essaie d'implanter sur le marché. C'est une technologie qui est sur le marché depuis une vingtaine d'années avec des centaines de références là, partout dans le monde, incluant beaucoup au Canada et beaucoup au Canada et aux États-Unis, en Amérique du Nord. Il y en a aussi en Chine, au Mexique. Il y en a un peu partout. C'est une technologie bien connue et très éprouvée. Différence principale, si on compare le DAF conventionnel avec le GEM, alors qu'on sur le DAF conventionnel, on avait une fraction de l'effluent traité qui était recirculé pour générer notre eau blanche, notre eau avec les microbules, l'air sursaturé qui génère nos microbules. Pour le GEM, l'opération est un peu différente. On va pressuriser 100% du débit qui est alimenté dans le GEM. Il n'y a pas de boucle de recirculation, mais on pressurise à notre même 7-8 bars que je parlais tantôt, 100% du débit qui est alimenté au GEM. Ça demande de l'énergie pour faire ça, mais on n'a pas besoin de faire de recirculation, ce qui entraîne certains avantages. Évidemment, le bassin, c'est une des raisons pour que le GEM est plus petit, plus compact, c'est que le débit qui est alimenté dans la zone de séparation, dans la cuve de flottation, le débit est quand même plus petit parce qu'on n'a pas cette recirculation-là. Le GEM aussi est une technologie très robuste, on va voir pourquoi avec la façon que c'est opéré, là, qui permet de baser la technologie sur un design qui est plutôt hydraulique parce que la charge massique a peu d'impact sur le dimensionnement du flottateur, tant qu'on est à des concentrations en matière en suspension inférieures à je sais pas, 5 à 10 000 mg par litre. Là. Pour des cas spéciaux, ça peut être le cas, mais habituellement, on est beaucoup moins que ça. Là. Donc, d'un point de vue, encore là, footprint, empreinte au sol, le GEM va être pas mal plus compact, même si les charges alimentées sont assez élevées. Rapidement, les étapes de fonctionnement. On a parlé tantôt injection de coagulant. Pour le DAF conventionnel, on a la même chose ici. On a un coagulant qui est injecté en amont de la pompe de pressurisation. Ensuite, 100% du débit est pompé. On voit la pompe là, qui est dans la pompe d'alimentation. Tout est installé sous le flottateur. Là. Donc, vous avez compris que ces DAF-là viennent, les DAF GEM sont proposés sous forme d'équipements préfabriqués, préassemblés, que ça vient avec ces pompes d'alimentation, compresseurs d'air, les pompes à bout. Donc, tous les équipements requis là, sont inclus. Et ensuite, les eaux pressurisées vont passer au travers d'une série de têtes de mélange. On voit ici les têtes LSGM. LSGM qui veut dire les Liquid Solid Gas Mixing. Donc, c'est des têtes de mélange des solides, du gaz et du liquide, où on va injecter l'air comprimé pour réussir à sursaturer notre eau avec de l'air. On va injecter du polymère et donc pour créer nos flocs, pour avoir notre eau qui est saturée en air sous pression, avant d'injecter tout ça dans la zone de séparation, qui est la même zone que dans n'importe quel DAF conventionnel. Donc, c'est une cuve statique dans laquelle on a un racleur à la surface pour écumer le dessus de la cuve. C'est bon. Alors, d'un point de vue plus mécanistique, alors que le DAF classique utilise le principe des collisions pour la flottation, le DAF GEM, lui, utilise une technique qui est un peu différente et c'est pas mal ça qui explique les différences de performance. Alors, dans le DAF classique, on génère nos flocs en amont avec coagulation, flocculation, on génère de gros flocs. Ensuite, on va injecter, on va mélanger les flocs avec notre eau saturée, puis on va faire flotter tout ça. Ce qui
fait qu'il y a des petites bulles qui vont s'accrocher à l'extérieur des flocs, ce qu'on voit ici. Et les bulles vont donc pousser les flocs à flotter vers la surface. Dans le gem, la différence, c'est que les flocs et l'injection d'air se font en même temps dans les têtes de mélange, hein, les fameuses LSGM heads, là, les têtes de mélange où on mélange l'air et le polymère et tout ça. Donc, on va générer les flocs et à l'intérieur des flocs, on va avoir plein de petites microbules qui vont être générées. Au moment où on va relâcher la pression, quand on va injecter l'eau flocculée dans la zone de séparation, bien, les bulles d'air sont à l'intérieur des flocs. Les bulles d'air vont prendre de l'expansion quand on relâche la pression. PV étant égal à nRT, bien, on va avoir la pression qui réduit par un facteur de 7. On part de 7-8 bars jusqu'à la pression atmosphérique. Bien, le volume des bulles va prendre beaucoup d'expansion, 7-8 fois aussi. Et donc, les bulles vont prendre beaucoup d'expansion, ce qui va avoir tendance à pousser, à chasser l'eau à l'extérieur des flocs. Alors, un des problèmes du DAF classique qui explique pourquoi les boues sont relativement liquides, qui contiennent quand même pas mal d'eau, c'est qu'il reste beaucoup de molécules d'eau à l'intérieur du floc. Hein. Schématiquement, là, dans l'image de gauche, toutes les boules noires, grises, ce serait des molécules d'eau dans ce cas-là. Et les molécules d'eau sont à l'intérieur des flocs. On ne peut rien faire pour les séparer, à moins de prendre un équipement de déshydratation dédié. Dans la figure de droite, dans le gem, c'est les bulles d'air qui prennent de l'expansion et qui poussent l'eau à l'extérieur des flocs, qui vont essorer les flocs de l'intérieur, en fait. Tout ça lié aussi à nos chaînes de polymères qu'on étire dans les têtes de mélange puis qui ont tendance à se réenrouler quand on remet les flocs en conditions statiques là, dans la cuve de séparation. Fait qu'autant les bulles d'air qui poussent l'eau que le polymère qui veut remettre les flocs compacts, tout ça explique pourquoi les boues sont assez dense, beaucoup plus dense en fait que dans un DAF conventionnel. Alors, on parle d'une cécité directement à la sortie du DAF de 8 à 10. On a vu que facilement 14-15 %. Et ces bouts-là peuvent être très facilement épaissis, on va le voir un petit peu plus loin, jusqu'à des concentrations plus élevées. Alors, on y arrive justement. Donc, comment on peut faire pour épaissir encore plus les bouts de notre 8 à 15 %? On peut se rendre à des cécités qui peuvent atteindre, on écrit ici 15 à 20, mais on a des valeurs qui ont été mesurées souvent, particulièrement dans l'industrie laitière, 25, 30, 35 % de cécité. Alors, comment on fait pour faire ça? Bon, on laisse le temps agir tout simplement. On disait que les polymères tranquillement vont se réenrouler. Les bulles d'air vont pousser l'eau tranquillement hors des flocs. Alors, tout ce qu'on fait, on collecte les bouts à la surface du gem avec le racleur. On pompe les bouts vers un réservoir statique et on laisse le temps faire son œuvre. Et après 24 à 48 heures, la cécité des bouts va typiquement doubler dans cette cuve ce réservoir d'épaississement-là, qui est en fait un réservoir statique. On a un fond conique pour pouvoir récupérer le sous-nageant, donc il y a de l'eau qui est expulsée de la boue. Cette eau-là va se ramasser sous la boue. La boue a tendance à flotter sur l'eau parce qu'elle est pleine de bulles d'air. Donc, le sous-nageant est collecté, retourné typiquement dans le bassin d'égalisation pour être retraité. Et les bouts épaissis vont être pompés avec une pompe à déplacement positif vers le stockage des bouts. Typiquement, ça va être une benne à boue pour la disposition. Et c'est là ça qu'on voit sur la photo de droite. Donc, on voit du haut, on voit un épaisseur à fond conique. On voit aussi la photo est floue sur la photo du bas. C'est une main, en fait, c'est un gant qui est noir-mauve, mais avec une boue une boue de fromagerie dans ce cas-là, avec des bouts dans ce cas-là qui ressemblent à une consistance des patates pilées. On était, si je me rappelle, on était à peu près à 35 % de cécité quand cette photo-là a été prise. Alors, pourquoi on veut faire des bouts comme ça? Bien, tout simplement pour réduire les coûts de disposition des bouts. On a des images pour mettre des chiffres après ces concepts-là. Donc, si on fait l'exemple pour une usine
de 2400 mètres cubes par jour, qui est un exemple concret d'une industrie laitière sur laquelle on a travaillé au Canada. Si on a une cécité des bouts du gemme à 22 on sait qu'on a monté à plus que ça, mais pour les fins de calcul, on utilisons 22 Si on compare avec un DAF conventionnel à 5 qui est vraiment typique pour la cécité de bouts de DAF, et un coût de disposition assez conservateur de 50 par mètre cube. À la fin de l'année, on a quand même généré 4 fois plus de bouts avec le DAF conventionnel. Et en termes de coût de disposition, c'est une économie qui est presque 750 000 par année, à toutes les années. C'est redondant à toutes les années. Alors, il y a une économie d'opération qui est très, très significative à faire un meilleur travail sur les bouts. En termes de... c'est une chose un concept qui est quand même intéressant. Les performances du gem, comment on peut faire pour savoir que le gem va fonctionner sur un effluent et quelle performance on peut s'attendre? On peut faire des essais en laboratoire, en jar test, qui sont très, très représentatifs des performances qu'on peut obtenir à pleine échelle. Alors, si vous avez un projet potentiel, la première chose, vous nous envoyez un échantillon d'eau, on parle typiquement d'un 20 litres. On peut faire des essais en laboratoire qui vont être capables de prédire de façon assez précise l'efficacité d'enlèvement des polluants, MES, huile et graisse, DBO, DCO, tout ça. Et aussi de prédire les dosages de produits chimiques, donc de coagulants de polymères normalement, qui peuvent être requis pour atteindre les performances. On peut aussi faire des essais avec des plus gros jar tests. Donc, on est capable de faire un jar test dans des cylindres gradués de 8 litres, qui donne une meilleure idée aussi sur la quantité de bouts qui peuvent être générés et la cécité des bouts qui peuvent être générés avant et après l'épaississement gravitaire. Ça, c'est du côté des essais de laboratoire. Ça, on va aller plus loin par la suite. On peut aller sur des essais pilotes. Donc, on a une unité mobile qui est dans un conteneur, qui est en fait la plus petite unité GEM commercialement disponible. On appelle ça le GEM 30, qui a une capacité de 30 GPM. Cette unité-là est disponible en location pour faire de l'opération, faire du traitement d'urgence si vous êtes mal pris, ou pour faire des essais de traitement de démonstration pour faire un essai pilote. Sur le GEM 30, on le voit, c'est la photo exactement du GEM 30 qui est là, qu'on voit sur la photo de droite, où on voit les têtes de mélange, puis toute la tuyauterie là, de 1,5 pouce à peu près. C'est des petits débits, mais c'est exactement la même chose qu'une plus grosse unité, et qui donne exactement les mêmes performances. En termes d'études de cas, je pense qu'on va en présenter une. On n'a pas plus de temps que ça, mais c'est assez de toute façon. Pour un client de l'industrie laitière ici, dans leur cas, il y a un traitement biologique existant et qui reçoit énormément de charges parce que cette industrie-là n'a pas de pré-traitement. Ils opèrent une boue activée conventionnelle sans pré-traitement, donc pas de DAF, pas de décantation. Je pense qu'il n'y a même pas de TANI dans ce cas-là qui est en opération. Les étangs reçoivent des milliers de milligrammes par litre de DCO. La demande en oxygène est très, très forte. Et les étangs manquent d'oxygène, le traitement n'est pas capable de suivre. Donc, les besoins du client est assez simples. Est-ce qu'on peut enlever de la charge au traitement secondaire pour que ma boue activée puisse fonctionner? La solution, ce qu'on leur a proposé, après avoir fait ce que je vous ai présenté, donc des essais en jar test, essais pilotes sur site, suivi de la construction à pleine échelle, un système GEM qui peut traiter 100 mètres cubes par heure et qui donne des performances quand même assez élevées. On parle d'huile et graisse, 99 d'enlèvement, c'est que le 2 mg par litre, c'est la limite de détection du laboratoire. En fait, on peut enlever à peu près toutes les huiles et graisses. C'est des résultats qui sont très impressionnants, qui sont particulièrement vrais pour l'industrie laitière. Selon les types d'huile et graisse, il y a des fois, les performances vont être plutôt juste de 95 pas 99 mais pour l'industrie laitière, c'est des chiffres qu'on n'est pas surpris de voir, 98-99 d'enlèvement d'huile et graisse. Les MES, très élevés aussi. Évidemment, la DCO, qui est alimentée au traitement secondaire, a diminué énormément. C'est 40 moins de DCO.
Et dans ce cas-là, la cécité des bouts, on a mesuré des cas jusqu'à 47 après l'épaississement statique. Donc, on comprend que c'est très, très élevé. Vous voyez les bouts qui sont transférés dans la benne à bout. Ça va avoir quasiment du fromage en grains. Donc, les bouts qui sont vraiment très sèches, les coûts de disposition qui ont été diminués énormément. Si on refait le calcul de l'économie d'opération par rapport à un DAF conventionnel, le GEM, dans ce cas-là, utilise à peu près la même quantité d'électricité. Vous voyez la petite ligne bleue dans le fond, là, dans le bas du graphique à bord. C'est l'électricité. Donc, on voit que l'électricité, ce n'est pas un facteur important dans le calcul des coûts d'opération. On a les coûts de produits chimiques et les coûts de disposition des bouts. C'est les deux facteurs importants. En termes de produits chimiques, dans ce cas-là, on a essayé, dans le laboratoire, on a fait des tests pour simuler un DAF conventionnel et pour simuler la technologie GEM. Fait qu'on a une bonne idée des dosages qui seraient requis pour les deux technologies. Bien, juste en termes de coûts d'opération, en termes de dosage de produits chimiques, bien, le DAF conventionnel était élevé. Les coûts d'opération étaient plus élevés. Mais aussi pour les coûts de disposition des bouts, fait que l'économie, 1,2 million par année. Évidemment, les coûts de disposition des bouts, bien là, on n'est pas obligé de disposer des bouts qui sont à 5 avec le DAF conventionnel. Habituellement, les gens vont rajouter un équipement de déshydratation pour déshydrater les bouts. Effectivement, c'est possible de le faire. Dans ce cas-là, les coûts de disposition des bouts deviennent à peu près équivalents. On considère 22 de cécité dans les deux cas. Pas sûr que la centrie pourrait se rendre à 35 par contre. Mais si on prend une base de calcul de comparaison à 22 les coûts de disposition deviennent à peu près équivalents. On a par contre un dosage additionnel de polymère pour la déshydratation des bouts. Mais on a aussi un CAPEX qui est assez important là, pour l'ajout de la centrifugeuse ou de l'équipement de déshydratation. Donc, on a un coût en bâtiment, un coût en équipement de déshydratation, en équipement de dosage, en équipement de pompage, les convoyeurs, avec un coût certain et significatif à rajouter un équipement de déshydratation. Évidemment, plus le trouble que ça prend pour opérer cet équipement-là versus un réservoir d'épaississement statique là, qui s'opère en fait tout seul. C'est la nature qui s'occupe de faire la déshydratation. Alors, en conclusion, la technologie GEM est une technologie qui est excessivement bien adaptée pour l'industrie laitière. C'est un type d'eau qui contient significativement d'huile et graisse. Et ces huiles et graisses-là s'enlèvent très facilement avec la technologie GEM. D'un point de vue pratico-pratique, on peut faire des essais en laboratoire chez nous au bureau de Ville-Saint-Laurent et par la suite au site avec une unité pilote pour prédire les performances et pour pouvoir donner même des garanties de performance. On s'attend à des performances supérieures à 95 d'enlèvement pour les huiles et graisses et normalement aussi pour les MES avec des cécités de bout supérieures à 20 Tout ça dans le but de réduire tout simplement les coûts d'opération et de réduire les coûts de capitalisation tant que possible. Là. On comprend que sans une centrifugeuse, avec un flottateur seulement et un réservoir statique, ben, les coûts de capitalisation vont être quand même plus faibles qu'avec une autre technologie, qu'avec une technologie de DAF conventionnelle. Je pense que c'est tout pour cette technologie-là. C'est le temps des questions maintenant. Donc, on passera à la période de questions. Là. Je ne sais pas trop combien de temps on a pris. Moi, j'ai perdu un peu la notion du temps. Là, mais, Oui, ben en fait, il y a une question. Vous m'entendez? Oui. Pourtant, j'ai allumé mon... OK, oui, c'est parce que... Juste un moment, je vais changer quelque chose. OK, donc une seule question dans le clavardage, mais ça n'empêche pas les gens de lever la main puis d'ouvrir leur caméra, puis on leur donnera la parole. Mais la première question était de M. Charles-Henri José. Est-ce que la fiche du MELCC prévoit des critères de design particuliers pour le GEM? Je peux répondre, Daniel, tu pourras peut-être prendre la relève. Ici, on parle de projets industriels, d'accord? Dans les projets industriels, on n'a pas besoin, contrairement au domaine municipal où les technologies doivent avoir des fiches auprès du ministère de l'Environnement. Donc, pour les projets industriels, bioalimentaires, industriels en tout genre, les technologies n'ont pas besoin d'être fichées auprès du ministère de l'Environnement. D'accord, merci. Vous voulez ajouter quelque chose, M. Lamarre?
Non, c'est bon. Non? Parfait. Une autre question, sur quelle gamme de débit le GEM est le plus rentable? Une question de Marie-Ève. C'est une excellente question. Moi, je dirais sur toutes les gammes de débit, OK? Sans exception, parce que les unités, la particularité des unités, c'est qu'un modèle, une unité peut couvrir une gamme de volume ou une gamme de débit relativement large. Donc, comme Daniel mentionnait, la plus petite unité, le GEM 30, fait de 0 à 30 gallons par minute. L'unité qui vient tout de suite après, c'est le GEM 75, donc 0 à 75. Donc, dans tous les cas, peut-être au niveau de la compacité du système, rendu à une certaine grosseur, il y a peut-être plus d'économie d'échelle d'un point de vue de footprint, mais règle générale, quand on fait les comparaisons, coût d'opération, produits chimiques, électricité, coût de disposition, toutes les gammes de débit sont plus avantageuses avec le GEM. Daniel, est-ce que ça répond bien? Oui, c'est sûr que pour des tout petits débits, si on parle de 5 gallons minute, ben, probablement que c'est pas les débits qui sont les plus intéressants, là. Euh, mais à peu près tous les autres débits, ça va toujours être significativement plus petit là, qu'un DAF conventionnel. Je suis sûr que si on arrive à des débits qui sont très élevés, là, à 10, 15, 20 000 mètres cubes jour, là, ça serait peut-être plus une technologie vraiment appropriée, là. Comme la plupart des flottateurs, là, on parle des unités béton probablement, là, mais ce n'est pas le cas ici de l'industrie agroalimentaire de toute façon. Fait que oui, pour Souvent tous les plus petits débits, là, on a des unités qui s'appliquent. Une des rendu choses qu'on n'a pas ouais. dit, Sylvain, peut-être juste pour Oui, vas-y. compléter, c'est que Oui, oui. le GEM, c'est une technologie qui peut opérer et qui opère toujours en mode on-off. On n'a pas besoin de moduler le débit qui est alimenté. Le temps de démarrage, en fait, quand on arrête le GEM, on peut tout simplement tout arrêter d'un coup et on laisse les bouts à la surface. On va laisser le racleur fonctionner un petit peu pour enlever les bouts, le gros des bouts qui flottent, c'est tout. Tout est arrêté. Au moment de le repartir, on repart tout en même temps. Puis en dedans de quelques secondes, le système est déjà en régime permanent. Fait qu'on peut faire de l'opération en mode on-off. Donc, même si notre système est trop gros et surdimensionné parce que on a un débit seulement de 20 GPM puis j'ai un GEM 30, ben, il peut marcher 16 heures par jour puis il va traiter juste l'eau qu'il faut. Mais il y a des économies à ne pas le faire fonctionner aussi. Quand il ne fonctionne pas, ben, pas d'électricité, pas de chimique, pas rien. Fait que, il fonctionne on and off selon les besoins. Bon, puis la question suivante, pouvez-vous commenter les têtes GEM? J'ai entendu dire qu'elles sont très difficiles à entretenir. Beaucoup de nettoyage quotidien. Je pourrais peut-être commencer, Daniel, tu pourrais poursuivre, là. Les têtes de mélange GEM, si on prend l'exemple du secteur agroalimentaire, les références sur les études de cas que Daniel a parlé tout à l'heure, ce que le client va faire, c'est que, règle générale, on va fournir une tête de mélange tablette. Et puis, plutôt qu'arrêter l'unité sur certaines périodes de temps, ben, ça prend 5 minutes, c'est des clamp-on, défaire le dessus de la tête, remettre un mécanisme de mélange à l'intérieur, puis le redémarrer. Donc, quand on a un bon système de pré-traitement en amont, ce qui est le cas, règle générale, sur les effluents industriels, on va toujours avoir du tamisage. On va au moins à 1 millimètre, que ce soit l'agroalimentaire laitier, que ce soit l'agroalimentaire des abattoirs. On n'a pas le choix, il faut toujours avoir un tamisage à au moins 1 millimètre avec le bassin d'égalisation. Donc, c'est ce que nous, on recommande et c'est ce que les clients vont faire habituellement. Merci. Donc, pour M. Dave Bérubé, je n'ai pas nommé le précédent, là, en fait. Dave Bérubé qui nous demande, pour une fromagerie qui transformera 325 000 litres de lait, combien peut-on s'attendre à payer pour la technologie GEM? Vous comprendrez que ça va être difficile de donner un chiffre comme ça à brûle-pourpoint devant tout l'auditoire. Moi, ce que je vous inviterais, ce serait formuler votre question et puis entrer en communication avec moi. Puis très rapidement, je pourrais vous donner un petit peu plus de données parce que vous me parlez d'un volume de lait transformé annuellement, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de débit en mètres cubes d'eau usée par jour? OK? Donc, c'est difficile de choisir un modèle puis de pouvoir donner un prix comme ça là, à brûle-pourpoint. Mais ça me fera plaisir de vous répondre par verbalement, monsieur. C'était monsieur, je m'excuse. Dave Bérubé, de Ça me la fera plaisir. fromagerie. Là,
C'est Mais tronqué, là, je ne c'est vois pas pas. grave. Monsieur Bérubé, ça Non? me fera plaisir de vous répondre, de vous téléphoner puis de vous répondre spécifiquement sur votre question. D'accord. Et finalement, là, 2 questions de M. André. Est-ce que vos pilotes, c'est les 2 dernières pour ce bloc-ci, là, on va enchaîner avec, par la suite avec l'autre technologie. Est-ce que vos unités pilotes sont disponibles pour nos clients aux États-Unis? Et avez-vous dit pas de produits chimiques requis pour le GEM? L'unité mobile, c'est une unité, en fait, on est Veolia Water Technologies Canada. Donc, on couvre le Canada au complet. À ce jour, depuis qu'on a l'unité mobile, je ne crois pas qu'on ait fait de pilotage ou d'essai de démonstration aux États-Unis. Si par contre, prenons l'exemple d'une corporation qui est basée ici au Canada, a son siège social au Canada, mais opère une usine aux États-Unis, je pense que la réponse ce serait oui, on pourrait le faire. OK, je suis presque sûr. Donc, c'est ça. Et puis, non, on n'a pas dit que le GEM n'utilisait pas de produits chimiques. Le GEM utilise des produits chimiques, il utilise polymères et coagulants, comme tous les flottateurs à air dissous. D'accord. Bon, donc, on vous remercie, Monsieur Sylvain, qu'on nous mentionne. Monsieur Bérubé ajoute, parfait, je pourrais fournir mes coordonnées à Monsieur Allard. Comment fonctionne-t-on? Merci pour la suite. Donc, on va fonctionner tout simplement en vous laissant les coordonnées dans le courriel de remerciement qui suivra la conférence dans quelques jours. D'accord. Merci, M. Bérubé. Donc, on enchaîne? On enchaîne avec à nouveau M. Lamarre, donc la deuxième technologie. Je te laisse aller, Daniel. Oui, c'est bon. Alors, maintenant qu'on a parlé du traitement primaire, on a enlevé les huiles et graisses, les MES. On a parlé un peu tantôt, dans certains cas, qu'on utilisait le GEM en amont d'une boue activée existante qui avait trop de charge. Et là, on va parler de ce bout-là, du bout du traitement secondaire, de la boue activée. Mais dans ce cas-là, ça va être une technologie un peu différente du bout activé classique. Alors, en fait, de traitement secondaire, aérobie dans ce cas-là. Donc, il existe des traitements secondaires aérobie et anaérobie. Anaérobie, ça va être la prochaine technologie qu'on va voir dans 20 minutes. Le bloc présent ici, c'est pour les technologies aérobie. On présente 2 technologies, en fait, la technologie du bioréacteur à membrane et la technologie du MBBR, qui est le bioréacteur à lit mobile en suspension. On commence par le MBR, donc le MBR qui veut dire le Membrane Bioreactor, ou un BRM en français, bioréacteur à membrane. Alors, le but d'un traitement secondaire aérobie, c'est de faire croître de la biomasse, qui est essentiellement des bactéries, mais aussi des organismes supérieurs un peu, dans un réacteur, de maintenir cette biomasse-là en vie dans des conditions contrôlées qui vont nous permettre d'enlever la pollution soluble. Hein? Donc, on va aussi enlever de la pollution particulière par floculation naturelle et par décantation, mais le but du traitement secondaire aérobie, c'est d'enlever de la pollution soluble. On pense surtout à de la pollution carbonée, donc de la matière organique qu'on mesure comme la DBO et de la DCO. Mais on parle aussi d'azote ammoniacal. Vous avez entendu sûrement le terme nitrification. Donc, on veut éliminer l'azote ammoniacal. On va la transformer en nitrate. On peut même la dénitrifier pour la transformer en azote gazeux. Donc, c'est des choses qu'on peut faire avec du traitement secondaire, aérobie et anoxie. Ce traitement secondaire-là, aérobie, est disponible sous 2 formes principales. On peut avoir des cultures en suspension et des cultures en biomasse fixée, qu'on appelle la biofilm. Les cultures en suspension, ça fait référence traditionnellement au procédé de boue activée conventionnel, où on a un bioréacteur aérobie dans lequel on fait pousser nos microbes. Et ensuite, on a un décanteur, un équipement de sédimentation ou de clarification, où on va sédimenter les boues, les solides. Le surnageant, c'est notre effluent traité, et le sous-nageant de ce décanteur-là est retourné dans notre bioréacteur pour garder les microbes, la biomasse dans le système pour qu'ils continuent à faire leur travail. Donc, ça, c'est le principe de la boue activée. Ce principe-là peut aussi se décliner avec différentes variantes, incluant
le bioréacteur en membrane, qui est exactement la même chose qu'une boue activée, mais au lieu d'avoir notre settling tank, notre décanteur gravitaire, on remplace ça par des membranes d'ultrafiltration, donc dans lesquelles il y a juste l'eau qui peut passer, mais les solides ne peuvent pas passer. À l'effluent, on va avoir de l'eau qui n'a pas de solide, puis nos solides demeurent dans notre bioréacteur. Ça, c'est la technologie du MBR. L'autre voie qu'on peut utiliser pour le traitement secondaire aérobie, la biomasse fixée, traditionnellement, c'est ce qu'on appelle les hypercollants ou les trickling filters, une des plus vieilles technologies de traitement biologique qui existent sur le marché. C'est une technologie qui tend à disparaître et qui est très peu utilisée sous nos latitudes plus froides. On le voit souvent dans les pays tropicaux. Ici, par contre, ce qui a remplacé beaucoup les hypercollants, c'est la technologie MBBR, qui veut dire le Moving Bed Biofilm Reactor ou Bioreactor. Donc, on a le but, c'est de faire pousser des microbes qui vont pousser attachés sur une surface fixe. Cette surface fixe-là étant elle-même en suspension dans l'eau. Donc, on a la photo ici qu'on voit, c'est qu'on appelle du média MBBR. Donc, c'est du média de plastique sur lequel on va faire pousser la biomasse. Donc, c'est gros comme un honeycomb. Ça ressemble à un honeycomb. On a des millions de morceaux comme ça de plastique dans un bioréacteur dans lequel on va mettre de l'air ou pas d'air selon les réactions biologiques qu'on veut faire. Et sur lequel il y a de la biomasse. On voit le petit film brun là, qui pousse sur le plastique blanc. Ce film brun-là, c'est de la biomasse, c'est des microbes qui sont là pour manger la pollution soluble là, qui est dans l'eau. Si on parle du bioréacteur en membrane, le MBR, le but du MBR, c'est de faire un effluent d'excellente qualité. On l'a dit tantôt, l'effluent final va avoir virtuellement 0 mg par litre de MES. Les MES, donc les matières en suspension, ne passent pas au travers de la membrane filtrante. Les MES demeurent dans le bioréacteur en tout temps. Donc, le MBR est utilisé quand on veut faire de l'eau traitée d'excellente qualité. C'est une technologie qui est aussi compacte parce que ça nous permet d'opérer notre bioréacteur à des concentrations élevées en microbes. On parle de 8 à 12 000 mg par litre de liqueur mixte. Ce sont des valeurs qui sont 2 à 3 fois plus élevées que celles qu'on voit dans une technologie conventionnelle de bois activé. Donc, c'est une technologie très compacte, très performante, qui permet donc de traiter des hautes charges de DBO et d'azote total, d'azote ammoniacal. Donc, c'est des choses qui sont toutes possibles avec le bioréacteur en membrane. Qu'est-ce qu'on a besoin pour faire notre bioréacteur en membrane? Bien, ça nous prend un tamisage fin. On a parlé de notre tamisage d'1 mm tantôt pour notre gemme. On a besoin de la même chose ici pour notre bioréacteur en membrane. Les membranes sont un peu sensibles au colmatage. On doit faire tout ce qu'on peut pour prévenir le colmatage des membranes, entre autres par un tamisage, entre autres par un flottateur si nos eaux ont une concentration significative d'huile et graisse. On veut évidemment ajuster le pH et la température. Ça, c'est vrai pour n'importe quel traitement biologique, n'importe quel traitement secondaire. Nos microbes qui poussent dans nos bioréacteurs, ils ne poussent pas dans n'importe quelle condition. Ils veulent avoir une température qui leur convient, puis un pH qui est relativement neutre. Là, on parle entre 6,5 et 7,5 idéalement. On a notre bassin d'égalisation qui va être avant ou après le pré-traitement avec notre flottateur, on en a parlé tantôt. Donc, le MBR, notre bioréacteur en membrane, c'est les deux dernières cases où on voit réacteur biologique et membrane. Donc, tout ça, ça forme un tout. Ces deux composantes-là forment un tout. Dans le réacteur biologique, c'est là qu'on a les réactions biologiques. Dans la section membrane, c'est tout simplement la séparation solide-liquide. On va avoir des bouts en excès qui vont être produites, comme n'importe quel autre procédé de traitement secondaire. Et on vous l'a dit tantôt, les membranes sont un peu capricieuses, donc il faut prévenir leur colmatage. Avec le temps, ils vont finir par se colmater quand même, mais il y a des systèmes de nettoyage qui permettent de garder une bonne perméabilité des membranes, donc pour pas qu'ils s'encrassent et qu'on puisse continuer à opérer. Les systèmes de nettoyage qui sont essentiellement des systèmes de nettoyage chimiques
On peut injecter des produits chimiques. Typiquement, c'est de l'hypochlorite. Hein. Il y a un biofilm, le même biofilm qu'on parlait tantôt, qui pousse à la surface de notre médium BBR. Bien, le même biofilm a tendance à pousser à la surface des membranes. Donc, puis tranquillement, ça va boucher les pores de nos membranes d'ultrafiltration. Donc, de façon périodique, on peut éliminer le biofilm qui pousse à la surface des membranes en injectant d'hypochlorite de sodium, par exemple. Si on a du colmatage, d'autres types de colmatage, bon, on a d'autres types de chimiques qu'on peut prendre. D'un point de vue visuel, ben, de quoi ça a l'air un bioréacteur à membrane? Ben, on l'a ici, la section bioréacteur à gauche, les membranes dans le milieu. Évidemment, les dimensions peuvent être différentes. Le dimensionnement des membranes est essentiellement hydraulique, donc c'est basé sur le débit à traiter, alors que le dimensionnement du bioréacteur est basé essentiellement sur les charges à traiter, donc sur le nombre de kilogrammes par jour d'MES, kilogrammes par jour de DBO et de DCO, et sur les objectifs de traitement, est-ce qu'on veut faire de la nitrification ou pas. Le bioréacteur à membrane, lui, par défaut, va faire de la nitrification tout le temps. Ces systèmes-là peuvent être sur des skids, mais rapidement, un traitement secondaire, un traitement biologique secondaire va être trop gros pour être livré sur des petites plateformes préfabriquées, compactes. Souvent, ça va être assemblé au site. Donc, là, on dit ici tout simplement que notre membrane d'ultrafiltration, c'est une barrière physique. Tout ce qui est il y a essentiellement que l'eau qui va passer. Il y a une partie des virus qui va passer, mais la plupart des bactéries, des solides, tout ça va être stoppé par la membrane et maintenu à l'intérieur du bioréacteur. Et l'eau traitée, elle, est de très bonne qualité. Si vous investiguez dans la direction des bioréacteurs à membrane, vous allez voir que c'est une constellation de différentes technologies qui sont toutes basées sur le même principe que je vous ai parlé, mais la forme des membranes, le type de membrane, il y en a plein de sortes sur le marché. Le type est toujours essentiellement le même. On parle d'ultrafiltration, mais en fait, on parle aussi de microfiltration. Certains manufacturiers vont faire la différence selon la grosseur des pores. Tout ce qu'on veut, c'est d'arrêter les solides, les MES. Donc, on a une certaine ouverture de pores. Toutes les membranes proposées pour des bioréacteurs à membrane permettent d'avoir essentiellement 0 mg par litre d'MES dans le perméa, dans l'eau filtrée. Et ensuite, la configuration physique, ben, il y en a qui sont sous forme de panneaux, il y en a qui sont sous forme comme des spaghettis, on appelle ça des fibres creuses. On les voit à droite, en haut. En fait, les deux, à droite, là, c'est des fibres creuses. On a des membranes tubulaires. Celles-là sont intéressantes, sont un peu différentes. Ce sont des membranes qui sont, alors que celles de gauche et de droite, les fibres creuses et les panneaux, sont immergées dans le bassin de boue. Les membranes du milieu, les membranes tubulaires, elles, ne sont pas immergées. Ce sont des membranes pressurisées qui ont l'avantage donc de ne pas être dans le bassin de boue, sont beaucoup plus accessibles, plus faciles d'opération pour l'opérateur. Assez intéressante pour les applications à petit débit parce que leur côté sombre, c'est qu'ils demandent quand même beaucoup d'énergie de pompage. Parce qu'on veut maintenir des vitesses qui sont très élevées à l'intérieur des membranes pour prévenir leur encrassement. Il y a des pertes de charge significatives dans les membranes. Fait qu'il y a de l'énergie de pompage qu'on dépense pour ces membranes-là, mais qui est compensée, surtout pour des petites installations, qui est amplement compensée par une simplicité d'opération et un accès facile aux membranes. Si on parle de fibres creuses, il y a juste certaines terminologies. Là, on voit que tous les modules de fibres creuses qui sont en fait, essentiellement, ce sont gros comme des spaghettis à peu près, qui sont fabriqués dans des bundles qu'on appelle ici. Fait qu'on a des petites unités d'à peu près 6 pouces de diamètre dans lesquelles tu as quelques centaines ou quelques milliers de spaghettis qui sont quand même assez hauts. Là. Ça a 2,5 mètres de long, les spaghettis. Fait que en hauteur, c'est assez haut. Ces modules-là, ces petits bundles-là de 6 pouces, ils vont être regroupés ensemble pour faire une rangée et plusieurs rangées vont être regroupées ensemble pour faire un module complet.
Le but étant d'avoir un système qui est compact, fait qu'on va avoir plein de modules, plein de fibres. On ne veut pas nécessairement que les fibres se touchent entre elles pour pas qu'il y ait de l'abrasion entre les fibres. Fait que chaque manufacturier a sa particularité, sa façon de les assembler pour que ça soit optimal, l'hydraulique soit optimale. On a des systèmes d'aération sous les modules il y a de l'air qui est utilisé pour faire le récurage des membranes. Fait qu'il y a un système d'aération qui est inclus dans tous ces modules-là. Et éventuellement, le module qu'on voit ici là, à droite, ce module-là va être immergé dans le bioréacteur ou en fait dans une cuve séparée, là, mais qui reçoit la liqueur mixte du bioréacteur. Donc, on parle de 10 000 mg par litre de solide en suspension qui sont dans le bassin dans lequel les membranes sont immergées. On parlait de l'importance de faire un pré-traitement en amont de nos membranes. On parlait d'un tamisage d'1 millimètre. Bien, si on ne fait pas un bon tamisage, un peu comme le gem tantôt, on disait que les têtes de mélange ont tendance à s'encrasser. Bien, si on ne fait pas un bon pré-traitement, un bon tamisage en amont, on va avoir des phénomènes d'encrassement des membranes. Et comme on a deux ici là, qui sont montrés, et ça, tu as beau faire des lavages chimiques, de mettre de l'hypochlorite ou de l'acide, il n'y a rien qui va y faire. Là. On ne peut pas enlever ça, à moins d'y aller physiquement, de sortir les membranes du bassin et physiquement, mécaniquement, avec une hausse, les laver, faire ce qu'on peut pour les enlever. Mais ça ne devrait jamais arriver parce qu'on devrait normalement avoir un excellent traitement primaire, un excellent pré-traitement. Il faut mettre l'argent sur le pré-traitement. Si on n'a pas l'argent pour le pré-traitement, ça ne vaut pas la peine de penser à des technologies poussées parce qu'ils vont être difficiles à opérer. Juste pour ajouter une petite note, Daniel, on parle de traitement primaire, oui, le tamisage, mais dans le cas de vos entreprises, vous générez des huiles et graisses. Règle générale, quand on va mettre un MBR, on a presque naturellement besoin d'avoir un flottateur à air dessous pour enlever les huiles et graisses. Exact. Bon, le nettoyage, on va le passer rapidement, mais il y a des façons, donc, on le disait tantôt, pour faire des lavages chimiques, là, des membranes avec différents produits chimiques, selon le type de colmatage. Traditionnellement, on parle d'hypochlorite de sodium, mais ça pourrait être de l'acide citrique si on a un dépôt de fer, par exemple. Il y a différentes choses qu'on peut faire pour garder ces membranes-là en vie. Pour votre information, la durée de vie typique des membranes, on parle d'à peu près 5 ans pour des applications industrielles, agroalimentaires. Normalement, après 5 ans, les membranes vont avoir perdu de leur perméabilité. Même si on fait des lavages chimiques, qu'on fait des lavages poussés, il y a du colmatage irréversible qu'on n'arrive plus à aller chercher. Éventuellement, on n'a plus assez de capacité hydraulique, il faudra penser à remplacer les membranes. Son échantillon peut se rendre à 6 ans. Pour des eaux usées municipales, certaines municipalités se rendent à 8, 9 ans. Bon, ça me donne une idée de l'ordre de grandeur, de la durée de vie de ces membranes. Performance typique, ben, tout ce qui est relié au MES, très, très bas. La DBO va être très, très basse aussi. Fait qu'on enlève essentiellement tout ce qui est biodégradable, en fait, DBO. De MES, la nitrification est normalement complète. On ne devrait plus avoir vraiment d'azote ammoniacal à la sortie d'un MBR. On peut enlever l'azote total avec la dénitrification, même s'il n'y a pas de normes ici. Il peut y avoir des normes peut-être si on fait un rejet au milieu récepteur. Donc, ça me permet de l'introduire ici. Souvent, le MBR, en fait, toujours, le MBR ne sera jamais utilisé si on a un rejet dans un réseau usé municipal. Bon, à peu près jamais, il ne faut jamais dire jamais. Donc, très rarement va être utilisé pour un rejet dans un réseau d'égout municipal. Parce que souvent, ces réseaux d'égouts-là vont permettre d'avoir, je ne sais pas, 300 mg par litre de MES, 300 mg par litre de DBO. On peut donc avoir des eaux qui vont encore un peu polluer qu'on rejette dans les réseaux d'égouts. Quand on a un MBR, la qualité de l'eau est telle qu'on peut le rejeter sans aucun souci dans le milieu récepteur, dans la rivière, ou dans le cours d'eau ou dans le ruisseau là, à côté. Donc, c'est souvent ça pour des usines qui sont non raccordées à des réseaux municipaux où les MBR vont être envisagés. En termes de désinfection, bon, ça vous touche moins, là, mais il y a beaucoup de désinfection, là, ce qui fait que normalement, tu n'as pas besoin de réacteur UV ou d'équipement de désinfection en aval du BRM.
Donc, qu'est-ce que ça a l'air visuellement, notre bioréacteur à membrane? Ici, on parle d'une méga usine de bioréacteurs qui fait des milliers de mètres cubes. Je ne sais pas c'est quoi cette usine-là, mais c'est une très grosse usine. Je pense que c'est un abattoir, en fait. Un très, très gros bioréacteur. Dans vos cas, on parle du Québec, c'est sûr qu'on n'a pas jamais des installations de cette taille-là. Mais le bioréacteur, c'est la grosse partie, donc Sylvain est en train d'entourer. Alors que les membranes sont toutes localisées ensemble dans le bas de la photo. On parle ici de membranes immergées, ce qu'on parlait des spaghettis tantôt, les fibres creuses. Ben, c'est ce qu'on a ici. Les membranes sont immergées dans des bassins de filtration membranaire. La photo, c'était surtout pour vous montrer le ratio qu'occupe en surface le bioréacteur versus la partie de filtration membranaire. En même temps, tout ça est lié à la charge. Et la charge en kilogrammes par jour de polluants était 2 fois moins grande. Ben, le bioréacteur serait 2 fois moins grand. Les membranes seraient les mêmes dans ce cas-là. Donc, on peut imaginer ici que les charges étaient très élevées. Donc, en conclusion, pour les bioréacteurs à membrane, c'est qu'on utilise un BRM pour faire un effluent de qualité qui va enlever virtuellement toutes les MES. Un traitement biologique qui se fait en une seule étape pour atteindre notre qualité d'eau qui est de qualité rejet au milieu récepteur. Une technologie très compacte. C'est aussi une des raisons pour qu'on peut utiliser un bioréacteur en membrane, même dans des cas où on ne va pas au milieu récepteur, bien, la compacité est importante. Et ça peut avoir un impact significatif sur les coûts d'implantation. Ce n'est pas pour des plus grosses installations, les coûts des membranes sont assez substantiels. C'est une technologie qui n'est pas donnée. C'est pour ça qu'on normalement, ce n'est pas la technologie qui est envisagée dans toutes les applications, surtout si c'est au milieu, dans un réseau d'égouts. Il y a un coût significatif à ça, mais il y a une qualité aussi qui est associée au BRM. On peut passer tout de suite à l'autre technologie qu'on voulait présenter, qui est le même traitement secondaire aéré. Excuse, M. Lamarche, je m'excuse. Oui. On a quelques questions. Est-ce que ça vous embête qu'on y réponde tout de suite? On n'en prendrait que deux, puis on enchaînerait avec votre dernière technologie. Donc, oui. J'ai une question ici de M. Marchand, Alain Marchand, directeur du Centre d'expertise. Doit-on envisager des systèmes en modules dupliqués, tripliqués, afin de pouvoir continuer à traiter pendant les cycles de nettoyage, désinfection d'une section? En fait, non, pas vraiment, surtout pour l'industrie agroalimentaire, parce qu'on aura toujours un bassin d'égalisation en amont du traitement secondaire ou même en amont du traitement primaire. Là. Alors, les cycles de nettoyage, souvent, ne sont pas très longs. On peut, au pire des cas, avoir des cycles qui peuvent prendre 24 heures, qui peuvent être timés sur des périodes où il n'y a pas de production la fin de semaine. Donc, c'est du cas par cas. Si on a besoin d'avoir une disponibilité 7 jours par semaine, ben, on peut penser à avoir assurément deux systèmes de filtration membranaire, quitte à faire 2 fois 50 de capacité. Puis durant une courte période, on peut augmenter la pression transmembranaire pour aller chercher un petit peu plus de débit sur le module de filtration qui serait en opération pour continuer à opérer durant la période où on fait un lavage sur une membrane. Donc, si on a une production qui n'est pas du 7 jours semaine, qu'on a un bon bassin d'égalisation, pour des petits débits, je dirais la réponse est probablement non. Si on parle de plus grosses installations, normalement, on aurait au moins 2 modules de filtration membranaire. On pourrait éventuellement même penser à avoir 3 modules avec peut-être 3 modules à 50 là, quelque chose comme ça. Ceci étant dit, Alain, bien, bonjour Alain de te rejoindre à nous. Et puis, la réponse est très bonne, ce que Daniel a mentionné pour les modules membranaires, mais on parle toujours d'un seul bioréacteur. Donc, on n'est pas obligé d'avoir 2 trains de traitement, il y a toujours un seul bioréacteur. Parfait, merci. Donc, une dernière question pour ce segment. M. Ivano Pazia de Saputo. L'eau de Perméa MBR est-elle considérée comme de l'eau douce? Entre parenthèses, RO. Non, la réponse est que c'est de l'eau ultra filtrée. La réponse complémentaire, par contre, c'est qu'il est tout à fait possible d'alimenter cette eau-là à un système d'aéro, d'osmose inverse. Donc, il y a plusieurs endroits dans le monde où ça se fait. En fait, la filtration, l'ultrafiltration, c'est le pré-traitement idéal
en amont d'un système d'osmose inverse. Et ça a l'avantage qu'on n'est pas obligé de filtrer, d'envoyer 100% du débit du traitement secondaire vers l'osmose inverse. Souvent, les besoins sont moindres pour l'osmose, fait qu'on peut décider d'envoyer juste le débit qu'on a besoin. Fait que, oui, la TDR UF suivie d'osmose inverse est tout à fait possible. Bon, bien, on vous remercie. Et puis, on enchaîne avec le troisième segment. Simplement vous dire là, qu'il est 3h12, on envisageait de En terminer fait, ça, c'est pas le troisième, c'est la fin du deuxième segment. Le troisième, c'est le traitement anaérobie. Mais celui-là, il va prendre à peu près 3 minutes pour le d'accord, MDPR. d'accord. Je pensais que vous aviez terminé votre... Non. Excusez-moi, c'est mon erreur. Donc, on vous laisse poursuivre, puis en fait, Ouais. on vise Lui, à ça sera pas long. terminer autour de 3h30. On pourrait dépasser un peu là, pour ceux qui ont des engagements. On vous excusera si vous quittez. Merci. D'accord. C'est Merci, bon. Mme Cloutier. Alors, l'autre traitement secondaire aérobie qu'on voulait parler, c'est la technologie MBBR. On en a parlé un petit peu plus tôt. Moving Bed Biofilm Reactor. Donc, on fait pousser nos microbes sur des honeycombs de plastique, en fait, qui sont maintenus en suspension dans le réacteur avec un système d'aération. On peut avoir 1, 2, 3 réacteurs en série. Tout ça est suivi par, vous avez compris qu'il n'y a pas d'enlèvement des MES dans le MBBR. Tout ce qu'on fait, c'est que les microbes vont consommer la pollution soluble. On aura besoin donc d'un équipement de séparation solide-liquide. La beauté ici avec le MBBR, c'est qu'on a le choix dans les systèmes de séparation. Typiquement, surtout pour l'industrie agroalimentaire, on parle d'un flottateur à air dissous. Il y a certains cas où il y a des décanteurs existants, des décanteurs conventionnels existants. Bon, ça peut fonctionner aussi. Il y a des technologies à haute charge, décanteurs à flotte lestée, par exemple. Ça peut être utilisé aussi. Donc, une multitude d'options, mais la plus intéressante qu'on voit sur la prochaine diapo, Sylvain, c'est la flottation à air dissous, tout simplement. Qu'on a parlé, le GEM, ça peut être le GEM sans aucun problème, ou un DAF conventionnel. Le but étant juste de séparer les fins de séparation solide-liquide pour générer notre eau, notre effluent clarifié. On a une entreprise fromagère présentement qui utilise le GEM en traitement primaire pour l'enlèvement des huiles et graisses et en traitement secondaire. En fait, ce que Daniel est en train d'expliquer, en clarification secondaire, la même technologie pour une usine qui fait un traitement complet. Donc, le média MBBR qu'on appelle le garnissage, c'est le terme que je cherchais tantôt. Donc, c'est une pièce de plastique de polyéthylène qui est inerte, tout simplement. Et les microbes vont pousser sur la surface. On parle de surface protégée parce qu'il y a des millions de morceaux de plastique qui sont en suspension, qui sont brassés avec le système d'aération, vont toujours se toucher et se cogner, ce qui va avoir tendance à récurer ces surfaces-là. Il y a des bouts de morceaux, les bouts blancs, c'est des bouts qui sont de plastique exposés. Et la biomasse ne pousse que dans les zones qui sont protégées du média. Il y a différents types de médias qui sont disponibles. On le voit sur les prochaines diapos avec différentes terminologies. Chaque manufacturier a différents médias avec plus ou moins de surface protégée. Quand on voit 500 ou 800 ou 1200 mètres carrés par mètre cube, c'est la surface protégée, en fait, la surface où la biomasse peut pousser dans 1 mètre cube de média qui est livré en vrac dans notre réacteur. Un média un peu particulier, le média Z, celui qui est en forme de Pringle, qui est utilisé beaucoup pour des applications où on aurait beaucoup de calcium dans l'eau, où on a des risques de précipitation. Mais ce média-là a une fonction d'auto-récurage qui est intéressante, où les précipités vont s'éliminer par eux-mêmes, juste avec la force d'abrasion liée au système d'aération. Fait que les composantes sont très limitées dans le réacteur MBBR. On a des rampes d'aération pour distribuer l'air, pour faire des bulles d'air. On a le média, on va avoir plusieurs millions de morceaux comme ça. Donc, on parle de mètres cubes de média. Un réacteur va avoir 50, 100, 150, 800 mètres cubes de média. On parle de mètres cubes. Et la dernière composante, ce sont les grilles de retenue du média. On les voit dans le haut ici.
On veut évidemment que le média sur lequel le biofilm pousse, on veut qu'il demeure tout le temps dans le réacteur. Fait qu'on a des grilles qui sont en fait tout simplement des plaques perforées. L'eau passe au travers des grilles et le média, lui, est trop gros. Fait que physiquement, il se fait filtrer et il demeure à l'intérieur du réacteur. Les rampes d'aération ancrées au fond, en inox, on n'a pas grand-chose à dire ici. La même chose, Sylvain, pour la prochaine, où on parle des grilles de retenue du média. Donc, le but, c'est de mettre assez de grilles de retenue pour faire une perte de charge assez minime. Là, typiquement, on vise à générer une perte de charge pas plus que 50 mm, donc 2 pouces de perte de charge dans un réacteur. En conclusion, point à retenir, c'est le MBBR dans ce cas-là. C'est un procédé qui est simple d'opération. Vous avez vu, il y a très peu de composantes et en fait, il n'y a à peu près rien à y faire à part de mesurer l'oxygène dissous, s'assurer qu'il y a assez d'air pour que nos microbes puissent prospérer. Procédé qui est très robuste. On peut rétrofiter le réacteur dans des bassins existants. Ça se fait assez souvent. Technologie qui est aussi très compacte et éprouvée. Il y a des centaines de références de MBBR dans l'industrie agroalimentaire. Ce qui fait que les coûts de construction, d'implantation peuvent être souvent très avantageux, surtout s'il y a des équipements, des bassins existants. C'est une technologie de choix pour le traitement des effluents agroalimentaires. Je vois une question tout de suite, je peux y répondre. La durée de vie attendue du garnissage, bien, on peut dire aujourd'hui plus de 30 ans. Nos premières références datent de 1990, utilisent encore le même média qui n'a pas été changé, en autant que les parois du réacteur soient relativement lisses. C'est sûr que ça, c'est un vieux bassin de béton où le béton a été mangé, que l'agrégat est exposé. Bien, il va finir par y avoir de l'abrasion. Et éventuellement, ça pourrait éventuellement endommager le média. Mais dans un contexte normal, ben, le média est bon. On est 90, on est rendu à 32 ans. Ben, c'est bon pour au moins 32 ans. Donc, le média, c'est un matériau inerte. C'est du polyéthylène haute densité, donc complètement inerte et très stable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voyez-vous d'autres questions, Mme Cloutier? Excusez, je parlais, mon micro est fermé. Non, c'est un merci beaucoup de la part de Marie-Ève. Donc, on peut enchaîner avec la dernière technologie. Merci. Alors, la dernière technologie, on dit technologie biothane, en fait, ce sont des technologies anaérobies où on veut faire un peu la même chose que ce qu'on vient de voir pour le MBR et le MBBR. On veut enlever la pollution soluble qui est contenue dans les eaux usées. Mais dans ce cas-là, au lieu d'utiliser de l'air pour faire des bulles d'air et faire pousser nos microbes qui vont consommer la DBO en créant des boues et en générant du CO2, ici, on essaie de transformer la pollution en quelque chose d'utilisable et quelque chose à valeur ajoutée. Et le sous-produit, dans ce cas-là, c'est du biogaz, un terme qui commence à sonner des cloches dans les oreilles de bien du monde. Donc, c'est la technologie anaérobie qui est utilisée pour ça. Vous avez entendu parler des digesteurs anaérobies, des réacteurs anaérobies. Toute cette constellation-là qui génère du biométhane, du biogaz, c'est de ça qu'on parle ici. Alors, le but du traitement anaérobie, c'est de transformer notre pollution carbonée en méthane. On va avoir très peu d'impact sur l'azote ammoniacal, sur le phosphore, même sur les MES. Le but, ce n'est pas d'enlever des MES, c'est juste de transformer le carbone soluble. Donc, on parle ici de la DCO soluble ou de la DBO soluble qu'on veut transformer en biogaz. Aérobie, on l'avait vu, dans le traitement aérobie, le carbone, lui, se transforme plutôt en CO2 et en boue. Ici, on a du CO2, on a un tout petit peu de boue et on a surtout du biogaz, du méthane, qui est un produit à valeur ajoutée. On dit la même chose encore, c'est bon. Sylvain, on peut avancer. Deux types de procédés de façon générale, les procédés granulaires et les procédés en suspension. On parle de CSTR ici. CSTR qui sont des réacteurs parfaitement mélangés. C'est le type de réacteur qu'on a, par exemple, pour faire de la digestion des boues.
Les centres de biométhanisation qu'on entend parler, comme à Saint-Hyacinthe, ce sont des réacteurs parfaitement mélangés, des CSTR. L'autre type de procédé qui nous intéresse ici, ce sont les procédés granulaires. Alors que les CSTR nous permettent de digérer vraiment les bouts, d'hydrolyser les solides, puis de dégrader les solides, les procédés granulaires, eux, sont développés pour attaquer seulement la pollution soluble, mais ont l'avantage d'être ultra compacts, plusieurs fois plus compacts que les procédés complètement mélangés. Alors, et les procédés granulaires, donc, sont disponibles selon l'approche conventionnelle qu'on appelle les USB, Upflow Anaerobic Blanket. Ce sont des réacteurs à lit de boue en suspension. C'est la première génération des réacteurs granulaires anaérobies qui ont été développés il y a 30-35 ans. Ça a été suivi ensuite par les réacteurs à plus haute charge qu'on voit à droite, technologie EGSB, qui sont 2 à 3 fois plus compacts que les réacteurs UASB. Donc, on peut mettre énormément de charge. On parle ici d'un design qui s'exprime en tonnes de DCO par jour alimentés à notre réacteur. Si on a 22 kg par jour de DCO, ce n'est pas la bonne technologie. On parle de tonnes ici, idéalement plus de 2 tonnes par jour de DCO biodégradable. Vas-y, Sylvain. Bon, là, il y a une vidéo normalement. Je pense qu'on n'a pas le temps, puis il n'y a pas l'air d'avancer non plus. Tu veux-tu le présenter, Sylvain? J'ai coupé le son, Daniel. Est-ce que tu vois la vidéo? Oui, je la vois. Je pense que ça va là. C'est bon. Alors, pour donner une idée de quoi a l'air une technologie à bout granulaire à haute charge, donc le réacteur EGSB qu'on voyait tantôt, d'un nom commercial BioBed dans ce cas-là. Pour cette installation-là, c'est un réacteur de 860 mètres cubes. On voit que c'est une colonne qui a une 15 à 20 mètres de haut, quelques mètres de diamètre. On voit que l'emprise au sol, évidemment, va être très limitée. On a les granules qui se promènent à l'intérieur du réacteur. Dans les granules, c'est des granules de biomasse. Il y a du biogaz qui est généré. Éventuellement, les granules sont lestés par des bulles de biogaz. Ça va les faire flotter. Rendu à la surface, on ne veut pas perdre le granule, on veut qu'il reste dans le réacteur. On a un séparateur triphasique, solide, liquide, gazeux. On va essayer de séparer. On veut brasser un petit peu les granules pour que le gaz se sépare des granules. Les granules retombent dans le fond du réacteur pour continuer à travailler. Le gaz, lui, c'est le biogaz, mais on veut le récupérer en surface. Et il y a l'eau aussi, il ne faut pas oublier. Le but, c'est de traiter de l'eau. L'eau traitée, elle, va s'échapper du réacteur là, par le haut, par l'intermédiaire de notre séparateur 3 phases. Bon, ça, c'est notre biogaz, nos lignes jaunes qui s'échappent, donc aussi du séparateur, va être recueilli dans le haut du réacteur. Le réacteur est complètement scellé, donc il n'y a pas d'odeur associée à ce traitement anaérobie-là. Parce que s'il n'était pas scellé, on a du biogaz qui est généré, ça serait ultra dangereux. Fait qu'il n'y a évidemment jamais de fuite, jamais de biogaz qui s'échappe. On n'a pas d'odeurs qui sont nauséabondes, là, qui est typiquement associée au H2S, qui s'échappe d'un réacteur anaérobie. Quand on parle du réacteur à haute charge, USB et EGSB, on parle de concentration en DCO de 1500 à 35 000 mg par litre. Dans le cas de l'industrie laitière, on ne sera pas plus haut que ça, fait qu'on n'a pas besoin vraiment de parler des autres technologies. Avec des charges, on va le voir un peu plus loin. Encore ici, on peut faire des essais en laboratoire et des essais pilotes. Les deux sont disponibles. Les essais en laboratoire ne se font pas chez nous à Ville-Saint-Laurent, ils se font chez nos collègues aux États-Unis, dans la région de Philadelphie, qui ont tous les équipements là, pour faire ça. En fait, c'est un bureau qui est spécialisé dans le traitement anaérobie. Donc, ils ont vraiment tous les équipements pour faire ça. Encore là, on peut faire des essais dans le laboratoire. Ça ne sera pas quelques heures, évidemment, un essai de traitement anaérobie. Ça ne sera pas quelques jours non plus. On parle de quelques semaines. C'est un traitement biologique. Il faut laisser le temps au traitement de s'établir, la biomasse de se développer, puis de faire des analyses, tout ça. Donc, ça prend
plusieurs semaines de traitement. Pourquoi faire du traitement anaérobie? Pour des raisons très simples, on le disait tantôt. Pour un traitement aérobie, la figure de gauche, pour 100 kg de DCO qui sera alimenté à notre bioréacteur, j'en ai 30 à 50 qui est transformé en boue. Ces bouts-là, on est pogné avec. Il faut s'en débarrasser. Il faut payer, en fait, pour s'en débarrasser. Puis ça devient un coût d'exploitation. On a besoin aussi d'électricité pour générer, pour insuffler de l'air dans nos bioréacteurs. On a vu pour notre MBR et notre MBBR qu'on avait des rampes d'aération parce que ce sont des réacteurs aérobies. Ça prend de l'électricité pour générer pour cet air-là, pour cet air comprimé-là. Et on a aussi une oxydation. La biomasse va oxyder la matière organique en CO2. On va générer du CO2, en fait, puis on va générer des boues. Ça va prendre de l'électricité pour faire ça. On génère, par contre, un effluent d'assez bonne qualité. 2 à 5 de la pollution qui reste dans l'effluent traité. C'est un effluent de bonne qualité. La figure de droite, si on parle du traitement anaérobie dans ce cas-là, les performances de traitement sont moins grandes. Vous voyez qu'il reste encore 15 kg de DCO sur les 100 kg qui ont été alimentés. Fait que typiquement, 85 à 90 d'enlèvement de la DCO. Par contre, on a très peu de la DCO qui est transformée en biomasse, mais on a la grande majorité de la DCO qui est transformée plutôt en biogaz, qui va être composé typiquement à 65 à 75 de méthane. Donc, on voit ici des productions en normaux-mètres cubes heure. En normaux-mètres cubes, c'est-à-dire de méthane et de CO2. Une bonne règle du pouce, vous l'avez en bas ici, 1 kg de DCO qui est éliminé va générer environ 0,35 normal mètre cube de méthane, pas de biogaz, de méthane pur, une fois épuré. Et c'est équivalent à environ 3,8 kWh thermique. Fait que si on enlève 1000 kg, on va générer 3800 kWh thermiques si on brûle notre biogaz dans une chaudière. Sylvain? Continue. Des références, il y en a partout. Biotan, c'est le nom de l'entreprise qui a inventé la technologie. Cette entreprise-là a été achetée par Veolia en 2007, je pense. Donc, cette entreprise-là, Biotan, qui est aux Pays-Bas, a rayonné partout dans le monde là, avec sa technologie depuis 1980 environ. Donc, il y a des installations, des centaines, essentiellement, toutes les installations pour des applications industrielles. La technologie à haute charge n'est pas applicable pour le domaine municipal. C'est que de l'industriel. Et presque tout en agroalimentaire. Par type d'industrie, vous voyez, agroalimentaire, brasserie, fermentation, c'est toutes vous autres, là, le boisson. Donc, il reste quelques applications dans le milieu des pâtes et papiers et de la chimie, puis c'est à peu près tout. Donc, on voit, c'est beaucoup. Ça prend de la pollution carbonée qui est biodégradable. C'est essentiellement, par définition, c'est beaucoup ce qu'on a dans l'industrie agroalimentaire. Coût en capital, ça peut vous donner une idée. Combien est-ce que ça coûte pour faire du traitement anaérobie? On a ici, il y a un facteur d'échelle qui est important à considérer. Il y a des très grosses références, puis il y a des plus petites références. Vous voyez, pour commencer, chose importante à dire, en bas à gauche, charge en DCO, on parle de 2000 à 5500 kg par jour. Moi, j'ai rien pour en bas de 2000 kg par jour. Pourquoi? Parce qu'en bas de 2000 kg par jour de DCO, d'un point de vue économique, ça ne vaut pas la peine de faire du traitement anaérobie. C'est difficile à justifier, en tout cas, d'un point de vue économique. Là. Donc, à moins d'avoir d'autres raisons que pour rentrer, que pour sauver des coûts d'opération, on fait pas ou peu de traitement anaérobie pour des plus faibles charges. Et vous avez une idée de l'ordre de grandeur du prix total du projet. Donc, on parle nécessairement de millions de dollars. On ne peut pas faire un traitement anaérobie pour 200 000 Ça ne se fait pas. Et entre vous et moi, ça ne vaudrait pas la peine non plus de le faire. On va passer à des petits traitements aérobie pour des tout petites charges dans même à traiter. Pour des plus petites installations que 2000 kg par jour, de toute façon, la quantité de biogaz qui est générée est habituellement
insuffisante pour justifier de l'utiliser pour quelque façon que ce soit. Fait que normalement, le biogaz généré va être tout simplement envoyé à la torchère, va être brûlé, mais sans être valorisé. Ce qui est un peu dommage, là, quand on a dépensé des sous pour faire du traitement anaérobie et qu'on ne valorise pas le biogaz, mais ça va un peu à l'encontre du but de la technologie. Pour Donc, faire ça me donne un pour faire du chemin un peu sur ce que Daniel dit, simplement vous dire, au Canada, il y a plus d'une vingtaine d'installations avec des digesteurs ou des réacteurs du traitement anaérobie dans le domaine agroalimentaire, j'entends. Au Québec, on a probablement 7 ou 8 installations. Il y a de plus en plus de demandes parce qu'il y a un intérêt certain à produire du biogaz avec les subventions potentielles qui viennent là-dessus. Donc, possibilité également de pousser le biogaz plutôt que le torcher, le brûler à l'atmosphère. On peut carrément le purifier puis l'envoyer dans le vent, hein, dans le réseau d'énergie. Donc, il y a ce potentiel-là, mais ce n'est pas sur tous les projets ou sur tous les usines. Mais on a la capacité et on a l'habilité de pouvoir vous aider si ce type de projet-là est un projet pertinent pour vos applications ou vos usines. Ça va, Daniel? Oui, ça va. Bon, très rapidement, on a une étude de cas à présenter ici. C'est une usine au Royaume-Uni où la technologie, en fait, c'est même pas la technologie haute charge dans ce cas-là, c'est une technologie de bioréacteur à membrane. On va parler du MBR tantôt, puis on peut faire des MBR anaérobie, qui est en fait essentiellement la même chose que notre bioréacteur à membrane qu'on a vu plus tôt. Sauf que dans le bioréacteur, on n'a pas de bulle d'air, on n'a pas un réacteur aérobie, on a juste du mélange pour faire un réacteur anaérobie. On récupère le biogaz, la même chose que dans n'importe quel traitement anaérobie. Et dans ce cas-là, comme on vous présente ici, on a 5500 kg par jour de DCO. Ben, on a amplement de DCO pour justifier de valoriser le biogaz qui est généré. Donc, dans ce cas-là, on a un biogaz, on regarde la performance, ben 99 d'enlèvement de la DCO totale. Dans ce cas-là, on a des membranes, même chose que tantôt, on a des membranes d'ultrafiltration. Il y a juste de l'eau qui va passer au travers des membranes. Les MES demeurent à l'intérieur du bioréacteur. Notre effluent, il y a virtuellement plus de MES. Ça nous permet d'aller chercher des rendements très, très élevés pour l'enlèvement de la DCO. Souvent, tout à fait utilisable pour faire un rejet au milieu, au réseau d'égout. Dans leur cas, si on regarde dans cette étude de cas-là, on a 10 000 mg, 10 500 mg par litre de DCO à l'entrée du bioréacteur. Oui, c'est très élevé. Si on a notre 99 d'enlèvement de la DCO totale, bien, ça nous permet de rejeter le perméa directement au réseau d'égout sans avoir de traitement subséquent, qui pourrait être coûteux dans ce cas-là d'opération. Et on a une production de biogaz intéressante, 100 m3/h, qui représente quand même presque 700 kW thermiques. Ben, ce biogaz-là peut absolument être valorisé. La plupart des usines agroalimentaires, ce sont des gros utilisateurs de chaleur dans leur procédé. Ben oui, le biogaz peut être tout simplement brûlé dans des chaudières à biogaz pour générer de la chaleur, pour faire tout ce que vous avez à faire avec la chaleur dans vos procédés. On va en parler, c'est ça. Le bioréacteur à membrane, on ne l'a pas présenté comme technologie, si vous avez de l'intérêt pour ça, mais ça ressemble essentiellement à un bioréacteur à membrane conventionnel. Cuve tampon, c'est un bassin d'égalisation, en fait. Le dégrillage fin pour prévenir le colmatage des membranes. Notre bioréacteur qui est le même temps, la cuve du milieu. Les membranes pour retenir les solides. Le polissage au besoin. Centrifugation, si on veut déshydrater les bouts. Une particularité de la technologie MEMTAN, quand on a un bioréacteur à membrane anaérobie, c'est qu'on n'a pas besoin de pré-traitement. On n'a pas besoin de traitement primaire dans ce cas-là. Donc, alors qu'on essaie d'enlever les huiles et graisses avant notre traitement secondaire, quand on voyait le traitement aérobie, et quand on parle de biomasse granulaire, on veut enlever tout ce qu'on peut avec un DAF, par exemple, en traitement primaire. Ben, dans le cas du bioréacteur en membrane anaérobie, on veut en fait laisser toute la pollution possible rentrer dans notre réacteur anaérobie, incluant les huiles et graisses. Même si on a 5, 600, 800 mg par litre d'huile et graisse, on laisse tout ça rentrer dans notre bioréacteur et
toute cette pollution-là, autant soluble que particulière, va être transformée en biogaz. On comprend dans ce cas-là qu'on alimente aussi des solides inertes. Fait qu'on va générer un peu plus de boue que si on était dans une biomasse granulaire. C'est pour ça qu'ici, on parle de sanctification. Là, les boues en excès, il n'y en a pas énormément, mais il va en avoir quand même plus qu'avec des biomasses granulaires. On va avoir donc une purge de boue, comme dans n'importe quel procédé biologique. Bon, visuellement, c'est comme on voyait tantôt, le digesteur qui est un réacteur tout simplement avec un système de mélange pour garder tout ça homogène et en suspension. Et de l'autre côté, on a les membranes à droite, les membranes UF, qui sont en fait les mêmes membranes que je vous montrais tantôt pour le bioréacteur à membrane aérobie, donc des membranes pressurisées, des membranes externes qu'on voyait qui étaient pressurisées, qui étaient faciles d'accès. Ben, c'est ce type de membranes-là qui sont utilisées pour les réacteurs anaérobies. Puis en fait, d'enlèvement, on voit les concentrations à l'entrée, c'est l'axe de gauche en bleu, avec des concentrations en DCO total qui peuvent atteindre jusqu'à 20 000, 25 000 mg par litre. Et l'effluent traité, c'est l'axe de droite, donc c'est en centaines de milligrammes par litre. Là, on est typiquement sous les 100 mg par litre dans tous les cas, avec des pourcentages d'enlèvement qui atteignent 99, quelque chose % d'enlèvement à peu près en tout temps. Donc, évidemment, prêt pour un rejet au réseau d'égout, dans ce cas-là, pratiquement au milieu récepteur, là, avec peut-être un petit post-traitement. N'oubliez pas que l'effluent de traitement anaérobie est saturé en gaz dissous. C'est quoi les gaz dissous à sortie d'un traitement anaérobie? C'est du méthane, c'est du CO2, puis c'est du H2S. Le méthane, c'est pas si grave que ça. Le CO2 non plus. Le H2S est un peu plus embêtant parce qu'il génère des odeurs. Fait que ça, on s'en va directement dans le réseau d'égout avec notre effluent traité. On va avoir des odeurs, on va avoir des plaintes. La ville ne sera pas contente. Donc, typiquement, on va rajouter un bassin d'aération en aval de notre traitement anaérobie où on va avoir une rétention de quelques heures pour permettre l'oxydation et un peu de stripping de dégazage, donc du H2S avant le rejet au réseau d'égout. Pour en retenir sur les technologies biotane, donc réacteurs granulaires, mais ça peut être membranaire, il y a différentes technologies là, qui existent. Ce sont des solutions qui sont bien adaptées, encore une fois, pour l'industrie laitière, l'industrie agroalimentaire en général, très, très éprouvée, avec des centaines de références. Enlèvement de la pollution organique, on parlait de 85 à 90 % dans ce cas-là, moins élevé, à moins d'aller avec des bioréacteurs en membrane. Marché potentiel de revente de la biomasse. Ce qu'on veut dire ici, c'est que les coûts de disposition de la biomasse, des boues en excès, sont à peu près nuls dans les cas des traitements anaérobies. L'avantage, et ce qu'on veut faire avec un traitement anaérobie, c'est surtout de produire de l'énergie verte ou du gaz vert, du biométhane. C'est ça qui a de la valeur en date d'aujourd'hui. C'est ça qui a de la valeur. C'est ça qu'on essaie de faire avec les traitements anaérobies. En même temps, évidemment, qu'on purifie l'eau, qu'on traite l'eau, qu'on épure l'eau usée, on veut générer du biogaz parce que ça a une valeur monétaire et une valeur environnementale. Voilà, ça termine les présentations sur les différentes technologies. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là, on est disponible.